Je vous présente aujourd'hui notre 578e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. On la nomme Camélia Jordana. Elle est connue comme chanteuse et comédienne, paraît-il, et elle accuse les policiers de massacrer les personnes à cause de leur couleur de peau. Indignation, bien entendu, dans les rangs de la police. Le ministre Castaner condamne, mais ne porte pas plainte en justice. Dites-moi, Président, la notion de propos haineux est-elle à géométrie variable? Certainement, oui. Et Mme Jordana peut se permettre de cracher dans la soupe, compte tenu du fait que, par son opinion, elle se démontre tout à fait de gauche. Par conséquent, au-dessus, si je veux dire, non pas de tout soupçon, mais de toute sanction. Mais alors, il y a une loi qui vient de passer, c'est la loi Alia à propos des propos haineux. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une incitation à la haine contre la police quand on raconte une histoire pareille et qu'on essaye de faire passer tous les policiers pour des racistes obsédés, en quelque sorte, pour des ratonnades organisées sous l'autorité de l'État? C'est un petit peu ce que ça veut dire, cette affaire. Oui, mais encore une fois, je vous le dis, les propos haineux de gauche sont tout à fait souhaitables et admirables. Et il n'y a que quand ils sont éventuellement de droite qui sont condamnables. Mais vous ne croyez pas que le ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, va perdre de l'autorité sur ses propres troupes? Parce que c'est très mal vécu. C'est probable. Je pense qu'il devrait porter plainte, naturellement. Si c'était quelqu'un d'autre que cette dame, bien sûr, on porterait plainte, mais on va voir. Mais c'est vrai, je pense que les conséquences sont graves sur le plan de l'autorité de l'État. Surtout qu'on peut rappeler que pendant le même temps, Mme Belloubet, le garde des Sceaux, la ministre de la Justice, a fait de la place dans les prisons puisqu'elle a libéré par anticipation environ 13 000 détenus qui ont été remis dans la nature. En effet, c'est une technique pour alléger le problème de la promiscuité dans les prisons. Le Corona n'aura pas pu y prendre corps, c'est sans doute l'excuse. Alors toujours concernant le Corona, les rassemblements sauvages sous le signe du déconfinement se multiplient sans même attendre les consignes officielles. Est-ce selon vous un esprit de sédition ou bien un sursaut, un désir de liberté absolue? Il y a, je pense, un certain nombre de cas où le défi est évident. C'est le cas par exemple des matchs de football qui sont organisés par les jeunes, n'est-ce pas, dans un certain nombre de villes particulièrement, je dirais, occupées. Et je pense que c'est tout à fait différent du sentiment général, un petit peu de lassitude des gens qui, compte tenu du beau temps, ont un petit peu envie d'aller dans les espaces verts, sur les plages, mais ça c'est interdit jusqu'à présent. Donc ça fait partie de ces éléments incompréhensibles de certaines décisions gouvernementales. C'est un petit peu comme l'affaire des parcs et jardins qui sont fermés, par exemple à Paris, ce qui amène les gens à se condenser, à se concentrer sur des lieux... C'est ridicule. Il est bien évident que la promiscuité est une des causes, en tous les cas, des éléments de la diffusion du virus, et qu'il est nécessaire, au contraire, de libérer les espaces, y compris que ce soit des plages, que ce soit des espaces verts, des forêts, etc. C'est évident, mais enfin, le bon sens n'est pas toujours au rendez-vous du gouvernement. Il y a un sentiment qui donne l'impression de s'installer. Beaucoup de gens se demandent finalement à travers cette crise sanitaire, et nous allons en parler, s'il n'y a pas derrière tout ça une manipulation. Et beaucoup de gens se demandent si ce confinement, cette manière de bloquer l'économie, de paralyser la moitié du monde en demandant à chacun de rester chez soi, ça répond bien à une nécessité sanitaire, et s'il n'y a pas des arrière-pensées, éventuellement économiques ou autres, qui ont conduit à ces attitudes. Je vous demande si votre question n'est pas un peu complotiste. Je pense qu'elle l'est, mais c'est votre... En tout cas, elle sera réputée telle... Oui, mais c'est votre réponse qui va compter. Elle sera complotiste ou elle sera au contraire dégagée de toute arrière-pensée? Non, je pense que le pouvoir use de l'actualité. Et il se sert un petit peu tout de même de cette pandémie dont il n'est pas le responsable principal, bien sûr, mais pour essayer de redorer son blason. Je dirais que c'est de jeu. Mais vous pensez que toutes les cartes sont sur la table ou bien qu'il y a des arrière-pensées inconnues de telle ou telle force, de tel ou tel groupe? Recomplotisme. Je ne sais pas. Je dois dire que je n'ai pas de connaissance particulière. Je suis confiné
dans mon jardin et par conséquent je suis à l'écoute de la télévision, de la radio et de quelquefois quelques coups de téléphones amicaux. Sans arrière-pensée, non? Vous ne sentez pas quelque chose de louche dans cette façon d'avoir traité le sujet? Je ne suis pas complotiste. Définitivement. En notant tout de même que désormais toute opinion qui est contraire à la pensée unique est réputée de complot. Nous allons y venir justement. Alors toujours concernant cette crise, une figure s'est imposée, celle du professeur Raoult, Didier Raoult. La polémique n'est pas seulement franco-française, comme vous le savez, elle est mondiale. Comment cerner ce phénomène, Président ? Eh bien, écoutez, je pense que le professeur Raoult est devenu une personnalité mondiale. Oui. Et je ne le connais pas, mais j'ai évidemment pour lui la sympathie que l'on doit avoir compte tenu du nombre de ses adversaires et de leur qualification, si j'ose dire. Par conséquent, je crois, moi, que le professeur Raoult est un timide. Et j'en vois la preuve dans le fait qu'il tortille sa barbiche en permanence. Mais comme souvent les timides, quand ils prennent des décisions, c'est généralement assez raide. Et je pense qu'il est devenu une personnalité de premier plan. Et de là, la tentation de certains de l'accuser de vouloir faire demain de la politique, ça serait évidemment un adversaire redoutable. Mais je ne pense pas que ce soit dans ses préoccupations. Je pense que le professeur Raoult a émis toute une série d'opinions de bon sens sur le problème de la pandémie. Et évidemment, il lui est fait grief d'un certain nombre de déclarations réputées optimistes qu'il aurait faites au début de la pandémie. Alors il est comparé par son comité de soutien, il est comparé à Panoramix, notre druide. Vous savez, ce druide dans Astérix et Obélix. Voilà. Et depuis ce matin, justement, on a appris que la chloroquinine était désormais interdite officiellement par l'Organisation mondiale de la santé. Et par un décret en France. C'est alors que c'est probablement ce médicament qui est la cause de la pandémie, puisqu'il recueille comme ça un véritable front d'opposition de toutes les organisations officielles. Moi, ça me la rend plutôt sympathique à la limite, à partir de là. Du moment que c'est interdit, il faut en commander. Oui, et je crois qu'il faut ne pas se laisser emporter par la propagande officielle. Vous avez peut-être noté tout de même que le professeur Didier Raoult, dans son argumentation sur la possibilité de voir se multiplier les pandémies, ne fait pas appel à la notion de poussée démographique. C'est l'élément qui manque dans son argument. Et je pense que comme dans les réflexions qu'il a été amené à faire dans son interview, il n'a pas cité ce que je crois être la cause principale, moi, de tous ces dérèglements présents et à venir, c'est à savoir la considérable augmentation de la population mondiale, qui est passée de 2 à près de 8 milliards d'habitants en l'espace de 50 ans, avec tout ce que ça entraîne dans le domaine de la consommation, des déchets, de l'empiètement sur l'espace naturel, etc., etc. Et je crois qu'il ne peut pas penser à tout non plus. Alors, autre personnalité atypique dans l'actualité, l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui fait parler de lui. Et alors vous avez remarqué que plus il dit du mal du président de la République, plus le président de la République est amené à l'appeler et à nouer avec lui une relation au moins téléphonique. Oui, mais il y avait un rôle officiel comme ça dans la monarchie française. C'était le bouffon du roi, celui qui pouvait dire à n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'était en quelque sorte un témoignage de liberté. Alors je pense que M. Bigard, dans ce domaine-là, est sur un ton relativement grossier, est chargé de la même fonction. Donc le président de la République se prend pour le roi qui a désormais un bouffon officiel. Et voilà. Quelquefois ça se retourne contre le souverain, ce genre de choses. Notamment quand le roi est nu. Ce qui finit toujours par tomber, quelquefois même, pas forcément de la bouche d'un enfant, mais peut-être de la bouche du bouffon, justement. Le peuple est assez myope, il ne voit pas trop bien la nudité, là. Alors revenons au municipal. On votera
le 28 juin dans 5000 communes françaises. Second tour donc des municipales, des élections municipales. Une campagne électorale qui sera placée sous les signes des gestes barrières. Est-ce un test selon vous pour le pouvoir actuel? Oh, bien sûr, c'est un test national très important. Une consultation sur 5000 communes, c'est je crois 16 millions d'électeurs potentiels. Et il est certain que l'analyse de la situation, de l'abstention et de la détermination politique sera étudiée de très près. Mais je crois que ça vaut tous les sondages. C'est un sondage en vraie grandeur et personnellement, je pense qu'avec le mois de juin, les partis, les candidats ont tout à fait la possibilité d'exposer leur programme. Alors sur la question de la famille nationale, on observera bien sûr ce qui va se passer à Perpignan avec la candidature de Louis Alliot qui a toutes ses chances. Eh bien écoutez, nous formons des vœux pour Louis Alliot qui se présente à Perpignan et qui peut donner à la droite nationale peut-être un élu de première taille. Alors à propos des municipales encore, le retour de Madame Buzyn à Paris, c'est extraordinaire. Après la situation qu'elle a connue au premier tour et surtout ses déclarations concernant les alertes qu'elle avait lancées au sein du gouvernement lorsqu'elle était ministre de la Santé à propos de la pandémie et qui n'ont visiblement pas été entendues, on ne pensait pas la revoir et puis elle revient. Ben oui, je crois que le pouvoir joue la difficulté là, avec une espèce de quitte ou double et qui peut se traduire par un formidable coup de pied dans les fesses. L'avenir nous le dira. Le gouvernement va au secours de l'industrie automobile. L'emploi, comme vous le savez, est menacé de tous côtés. Mesure-t-on à ce jour encore bien l'ampleur du choc à venir, du choc économique et social qui nous attend? Je crois que, en effet, on n'a pas tout à fait, au moins à l'échelon populaire, pris conscience des conséquences économiques et sociales de la pandémie, et en particulier du confinement et de toutes les mesures restrictives qui l'accompagnent. Et je pense que le pouvoir est devant un dilemme très dangereux. C'est ou la pandémie, ou la relance éventuelle de la pandémie, ou l'effondrement économique. Pour ma part, je suis moins un partisan du risque de la liberté. À un moment de prendre des risques, je crois qu'il faut prendre le risque de la liberté, et d'autant que, semble-t-il, la pandémie connaît une régression progressive qui est plutôt rassurante. De très nombreux secteurs sont touchés. Je pense, pour prendre un exemple, à celui de l'automobile. Alors vous avez vu que le président de la République affiche un plan pour essayer de sauver la construction automobile française. Les stocks débordent avec 450 000 véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, des chiffres effondrés par rapport à l'année dernière, et une contradiction. On veut faire des voitures propres électriques et en même temps on veut fourguer les voitures diesel qui sont restées sur le parking. Bon, et tout est comme ça finalement. On veut faire de l'écologie, mais il faut quand même faire de la croissance. Comment on fait? Eh bien, je crois qu'en effet, ce cruel dilemme et que le pouvoir hésite et il devra prendre des décisions à un moment donné et des responsabilités. Moi, je vous ai dit quel était mon point de vue. Je pense qu'il faut prendre le risque de la liberté et de l'ouverture, de la vie en quelque sorte, contre la maladie. Et la vie est une maladie mortelle, comme on le sait. Et par conséquent, nul mieux que moi ne se rend compte de son inéluctabilité. C'est l'ancien officier de parachutiste qui parle, il faut sauter à un moment ou à un autre. Vous avez peut-être noté... Mais pour sauter comme eux, il faut du poil, comme on dit. Vous avez peut-être noté ce matin un tweet de Bruno Gollnisch qui rappelle à propos des voitures électriques que pour qu'elles marchent, il faut de l'électricité, et que pour produire l'électricité, eh bien, il faut du nucléaire ou alors il faut du charbon et ça ne marche pas. Et ce qu'on gagne en CO2 avec les voitures, on le repère de l'autre côté avec les énergies différentes quand on ne fait pas appel au nucléaire. Et la vie est pleine de risques. C'est l'histoire de l'âne de Buridan finalement. Entre le saut d'avoine
le picotin d'avoine et le seau d'eau. Résultat, si on ne choisit pas, on Et meurt au il est mort milieu. de faim. Il est mort de faim. Et de soif. Alors, le week-end de la Sainte Pentecôte arrive à grands pas, d'ici 3 jours. Enfin, les catholiques français vont pouvoir se rendre dans les églises. Il n'était pas trop tard, non? Alléluia, alléluia. Oui, je crois que les protestants, ils sont sensibles aussi. Hein. Ça n'est pas exclusivement catholique. Quand même assez. Et de toute façon, moi, comme tout le monde, je travaille pour ma paroisse. En tout cas, merci infiniment, cher président. Merci à vous. Merci Jean-Marie Le Pen.